if you want to take your money, if you want to take the money that you have and stretch it further, do you want to increase the velocity of your investing? Do you want to reach your investment goal faster? You don't want to wait 50 years after you've saved a lot of money and start investing. This might be the method for you. So again, let's present ourselves. I'm Stephanie and this is Jeremy. We are investors in the Washington, D.C. area, and today we want to talk about the BRRRR investment. This is a strategy that a lot of investors use to make themselves millions of dollars in a very short amount of time. So that's what we'll be talking about today. Well, BRRRR investing, ça me get you very fired up parce que c'est une stratégie qui te permet vraiment d'accélérer ton net worth, quoi. Et je vais expliquer comment. Déjà, BRRRR, c'est B-R-R-R-R. C'est 1B and 4 R's. On va discuter des détails après. Le premier B, c'est buy. Après, you buy a property, you rehab it. You buy a property that is in bad shape. You rehab, you rent, you refinance and repeat. Buy, rehab, rent, refinance and repeat. So, BRRRR, c'est un acronyme, comme je viens de dire, qui stand for buy, rehab, rent, refinance and repeat. Je confonds toujours l'ordre entre le refinancement et le rent. Et en fait, il s'agit de l'ordre, parlant d'ordre, il s'agit de l'ordre dans lequel on investit de manière efficace dans le real estate. Ça, c'est le BRRRR investing. Ça, c'est l'ordre dans lequel il faut investir. C'est-à-dire, you buy, you rehab, you rent, you refinance, and you repeat. Ce n'est pas, comment dire ça, ce n'est pas un algorithme top secret que seulement quelques personnes connaissent. Ce n'est pas, c'est juste l'ordre d'investissement dans le real estate pour maximiser l'efficience de ton capital. Je vais revenir sur les détails tout à l'heure. Prenons un exemple, parce que je pense que, comme on dit chez nous, l'exemple vaut mieux que la leçon. Prenons un exemple simple de perfect BRRRR, un BRRRR qui a été exécuté de manière parfaite. Ne nous focalisons pas sur le prix de la maison, pas du tout. Mais plutôt, il faut comprendre le principe, il faut comprendre le concept, comment est-ce que ça marche. Ne te focalise pas sur le prix, si je dis 100 000, si je dis 1 million ou 10 millions, ne nous focalisons pas sur le prix. So, comment est-ce que ça marche? Un exemple simple. Tu achètes une maison qui a un ARV de 120 000 $. ARV, c'est After Repair Value. C'est-à-dire que lorsque la maison, tu auras fini de faire le rehab sur la maison va coûter 120 000 $. Cette maison est dans un état terrible. L'état n'est pas bon. Elle n'est pas rent ready, comme on dit. C'est distress property. On ne peut pas vivre dans cette maison à présent. Tout est pourri à l'intérieur. Elle demande beaucoup de travaux. Elle demande les travaux. Disons ça comme ça. Chaque fois qu'on dit beaucoup de travaux, ça a tendance à effrayer les gens. Non, elle demande les travaux. Parce qu'elle demande les travaux, parce que c'est un distress asset, tu payes seulement 60 000 $. Retenons qu'on a dit, quand elle sera finie, quand tout sera bon, elle va coûter 120 000. Parce qu'elle demande les travaux, tu payes 60 000 $ à cause de son état, bien sûr. On te donne un bon deal à cause de son état. Tu payes cash. Et ce genre de maisons qui ne sont pas rent ready, où il faut faire plein de travaux, les banques fuient. Les banques n'aiment pas ça. Tu dois payer cash. Et en payant cash, on ne veut pas savoir où le cash vient. Ça peut être tes propres sous, ça peut être ton 401k, ça peut être l'argent que tu as emprunté chez tes amis, chez tes frères. L'argent vient de n'importe où. Donc, tu vas dépenser autour de 30 000, disons autour de 30 000 pour les travaux. Tu vas payer la maison cash à 60 000, tu vas dépenser autour de 30 000 pour faire les travaux. Et à présent,
elle est complètement réparée. Tu as fini de faire le rehab, ça c'est le deuxième. Tu as buy à 60 000, tu as rehab à 30 000. Et lorsque la maison est finie, tout est clean, elle est prête, elle est ready déjà. Tu es all in à 90 000. Tu as dépensé 90 000 au total. 60 000 pour l'achat, 30 000 pour le rehab. Et again, c'est 90 000, 60 000 plus 30 000, ça peut être ton cash, ça peut être que tu as raised l'argent de friends and family, ça peut être ton 401k, ça peut être l'argent doit venir de n'importe où, mais il faut le cash pour acheter les assets. Ça, c'est, on va parler un peu de ça tout à l'heure. On va parler de wealth building principle, comment ça marche. Lorsque la maison est finie, elle est ready, tu trouves un locataire. Tu dois trouver un bon locataire, comme nous aimons bien dire, parce que c'est le locataire techniquement qui est ton asset. Quand tu regardes, lorsque tu buy un investment property, c'est le locataire qui paye tout. Il paye le principal, interest, tax, insurance, même la maintenance, c'est le locataire. Donc, il est capital de trouver un bon locataire. Tu trouves un bon locataire, tu mets dans la maison, commences à payer et tu vas à la banque, dis, monsieur le banquier, j'ai cette maison qui vaut 120 000. Parce que tu avais fait ton due diligence avant de get in a deal. Tu as regardé que le ARV devait être 120 000. Tu dis, monsieur le banquier, j'ai cette maison qui vaut 120 000, j'ai besoin de loan. Les banques, lorsque les banques voient ce genre d'assets sur le marché, tu as besoin de loan, la banque court, la banque te poursuit. Les gens ne savent pas ça. La banque doit te poursuivre pour te prêter de l'argent. Parce que ça, c'est le travail essentiel des banques. Les banques sont là pour prêter de l'argent. Ils sont là pour faire tourner de l'argent. Tu vas passer 30 ans à payer les intérêts. La banque adore ça. Quand tu es hors du business, tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas que la banque est là dehors pour te chercher. Quand tu vas commencer à investir, effectivement, les banques vont te baratiner comme on baratine les jeunes filles. Tu vas voir. On te poursuit. Les banquiers à gauche, à droite vont t'écrire. Ils ont besoin de ton business. C'est comme ça que ça marche. Donc, tu vas à la banque, tu dis, monsieur le banquier, j'ai cette maison qui vaut 120 000. J'ai besoin de loan. La banque dit, OK, monsieur l'investeur, la maison se trouve où tu remplis les papiers pour... tu veux refinancer ta maison, bien sûr. La banque, la première chose, va ordre l'appraisal. Hors de l'appraisal, on se rend compte que tout est bon. Ça appraise. Ça, également, on est en train de parler du cas de Perfect Bird. La maison appraise à 120 000 $, comme tu avais estimé au départ. Donc, si tu fais les calculs ici, et la banque doit te donner 75%. 75% de ces 120 000 $. Tu fais les calculs ici, 120 000 $, 75%, ça te donne exactement 90 000. Donc, la banque va te donner 75% du ARV, du After Repair Value. Donc, la banque va te donner 90 000 $. Tu prends les 90 000 $, ça te permet de pay back les gens, si tu n'avais pas ton propre cash, les gens chez qui tu as pris le loan. Ou disons simplement, ça te permet de remettre cet argent dans de payer ta dette ou de le remettre dans ton compte. Et à présent, tu as ce cash flowing asset et tu as dépensé combien? Tu as mis 0 là-dedans. Ça, c'est le perfect bird. C'est-à-dire que tu as buy à 60 000, tu as rehab à 30 000, tu as rent, tu as trouvé un bon locataire, tu as rent, tu es parti à la banque, tu as refinance, ça c'est le troisième R. Le quatrième R, c'est repeat. Tu reprends tes 90 000, tu peux entrer dans un autre deal. Il faut remarquer ici que ton capital et intérêt réunis, c'était 90 000. Et tu es allé déployer ce 90 000, tu as travaillé méticuleusement, peut-être 6 mois, peut-être 3 mois, peut-être pendant 8 mois. Tu as ce cash flowing asset où le locataire est en train de payer le loan chaque fin du mois. Toi, tes 90 000 sont déjà revenus dans ton compte. You started all over again. Tu n'as rien dépensé. Quel est ton return on investment ici? Le return on investment, en fait, si tu te calcules comme un return on investment, c'est le profit que tu fais par an divisé par l'investment. C'est-à-dire que si le profit que tu fais par an, par exemple, disons, prenons un exemple simple. Si le profit que tu fais par mois ici, c'est 500 $ par mois dans ce asset, ça veut dire que par an, ça fait 6 000 $. 6 000 $ divisé par ton investment. Ton investment ici, c'est combien? C'est 0.
Et donc, ça, c'est ce que dans le risque, on appelle infinite return. return. C'est pour ça que d'habitude, dans le real estate, les gens, comment on dit ça, ils brisent les barrières de wealth building, quoi. Pendant que les gens sont en train de faire le 6% dans le stock market et tout, les gens sont en train de faire, I don't know, les bonnes années, 12% et tout ça. Toi, ton ROI, c'est infinite. Ça, c'est en gros le principe, comment est-ce que le perfect bird marche. Yeah. On va parler d'un autre cas après, qui est un imperfect bird. Et tu vas voir comment, même quand le bird go wrong, tu vas voir le return investment que tu fais. On va voir ça tout à l'heure. Tu avais quelque chose? Non, comme tu dis, on va parler d'un autre cas. On va parler d'un cas où ce n'est pas... Je me disais qu'on parlait un peu des challenges qu'il peut avoir à chaque étape. Non, absolument. Majority challenges. Non, je pense qu'ici, on va d'abord prendre le acronyme et le décomposer, quoi. Yeah. Parce qu'on va commencer par B, le buy. Qu'est-ce qu'il faut regarder? On va parler en détail de rehab, on va parler en détail de rent, on va parler en détail de refinance. On va essayer d'aller en détail parce que ça peut prendre plus d'une heure. Ça peut prendre 2 jours. Si on va faire des efforts. Si je veux aller dans chaque... Parce que le bird, c'est tellement exciting, quoi. So, let's start by. Why do we start by? What are we looking for when we are buying a property that we want to use the BRRRR method on? So, si tu te rappelles, on dit toujours que you make money in real estate when you buy. Et ça, c'est absolument vrai, quoi. You make money when you buy. Parce que ici, lorsque tu es en train d'acheter, tu dois avoir fait ton due diligence. Tu dois te rassurer du ARV. On a parlé du ARV. Ça, c'est after repair value. Que cette maison qui est complètement détruite pour le moment, lorsqu'elle sera finie, à quoi est-ce qu'elle va, combien est-ce qu'elle va, elle va coûter sur le marché? Ça, c'est très, très, très important. Si tu rates ce calcul-là, tu vas presque échouer le beurre, quoi. Ça, ce n'est même pas, à discuter. Et c'est pour ça qu'on va parler de l'imperfect bird tout à l'heure. L'imperfect bird qui est toujours beaucoup profitable. Il faut déjà le dire. Donc, buy, c'est pratiquement la partie la plus importante. Parce qu'il faut travailler sur le ARV. Et en fait, la plupart du temps, là où les gens tu peux échouer à n'importe quelle étape du beurre. Il faut expliquer aux gens, il y a des gens qui ne connaissent pas le ARV. What is it? Si tu peux go just... non, j'ai déjà parlé de ARV. ARV, c'est un autre acronyme qui est After Repair Value. Okay. C'est-à-dire que lorsque tu es en train d'acheter cette maison où il faut beaucoup de travaux, on est en train de te la vendre à 60 000 $, comme notre exemple que nous avons pris. Et j'ai insisté qu'il ne faut pas se focaliser sur les chiffres ici. Parce que quelqu'un qui est à Seattle, Washington, va dire que, avec 60 000 $, ici, tu peux acheter seulement une toilette. Tu ne peux rien acheter ici. Donc, regardons seulement le concept, quoi. Yeah. Le ARV, c'est le After Repair Value. C'est lorsque tu auras fini de rehab la maison et on va vouloir la vendre à quelqu'un, combien est-ce qu'elle va coûter? Yeah. C'est ça le ARV. Donc, il est important de regarder les coms au départ. Tu dois travailler avec un agent qui est sérieux, qui a de l'expérience sur ce marché-là. Il sait comment on regarde les coms. Il y a les coins difficiles partout aux États-Unis où les maisons sur cette rue-ci coûtent 50 000 $. Les maisons sur cette route-ci, le côté gauche, les maisons coûtent 50 000 $. De l'autre côté, les maisons coûtent 500 000 $. Yeah. No joke. Ça existe. Il y a aussi le cas où tu peux être dans complètement deux different locations. Tu achètes la maison ici à 60 000, tu achètes la maison de l'autre côté aussi à 60 000, tu fais les travaux dessus, mais ça ne te donne pas le même value. I mean, exactly. À la fin. Exactly. Yeah, c'est comme ça. Une fois, les maisons de ce côté qui coûtent 50 000, de l'autre côté, ça coûte 500 000. Ils peuvent être dans un différent school district et tout ce genre de choses, quoi. Ça compte tellement. Ils peuvent être dans un différent county. Ça compte, donc, tu dois travailler avec, tu vas prendre ce comme que le agent t'a apporté, tu montres à un autre agent, tu montres à des investisseurs, et ça, c'est l'idée de travailler en groupe, quoi. Yeah. Tu montres à un autre investisseur, tu dois, au départ, quand tu es en train de buy, tu dois te rassurer du ARV. Le ARV, c'est capital. C'est par là où tout commence. Yeah. Ça, c'est le buy. Yeah. Le buy est important. Again, on fait l'argent qu'on est en train de buy. That's very important. And now, after buying, you move on
tu as déterminé quel est le ARV et tout. C'est ça qui te permet maintenant de move on to rehab. Maintenant, tu dois estimer les rehab costs. Parce que dans tout projet, comme les projets que nous avons entrepris, ça arrive toujours qu'on go over budget. Yeah, ouais, c'est parce que lorsque tu es en train déjà de faire l'offre pour acheter, quand on te donne à 60 000, c'est parce que tu as utilisé le calculateur que nous utilisons. Et tu t'es rendu compte que non, il faut que mon maximum purchase price doit être 60 000 et tu as estimé le rehab à 30 000. Le rehab, ce n'est qu'un estimating game. Of course, quand tu as l'argent, quand tu as l'expérience, pardon, ça te permet de comprendre mieux. Juste parce que tu as une bonne idée, tu sais combien ça coûte pour rehab une toilette, combien ça coûte pour rehab une cuisine. Tu as le prix de matériaux sur le marché, le laminate, combien ça coûte, tout ce genre de choses. Lorsque tu es en train de rehab, tu fais une estimation, tu ne vas jamais savoir ce que tu vas trouver derrière les murs lorsque tu les ouvres. Tu ne vas jamais savoir ça. Tu ne connais pas exactement quel genre de pipe il y a derrière les murs. Est-ce que c'est le PVC? Est-ce que c'est le galvanized? Est-ce que c'est le copper? Tu n'as aucune idée. Mais parfois, avec l'expérience, l'âge de la maison, beaucoup te donne beaucoup d'informations, quoi. Lorsque tu passes de l'extérieur, tu jettes une fenêtre, tu jettes un coup d'œil sur les fenêtres, tu sais si c'est original window ou bien c'est le replacement window. La toiture. Lorsque tu te mets là à côté, tu as une bonne idée. Et même quand tu fais l'inspection, tu peux déjà déterminer à peu près ce que tu devrais changer. Absolument, absolument. Et n'oublie pas qu'on fait l'inspection lorsqu'on est déjà on the contract. C'est-à-dire que tu as déjà fait certains calculs, tu as déjà fait ton offre. Tout ce genre de choses. Le rehab, c'est la partie la plus importante, c'est la partie la plus difficile du business. Il faut dire ça comme ça. Le contracteur. Lorsque tu as un bon contracteur, ça go a very, very, very long way. Et ça prend le temps pour tomber sur le bon contracteur. Une chose que les gens demandent tout le temps, comment est-ce qu'on fait pour trouver le bon contracteur? Tu ris d'abord. Tu te rends compte que, parce que si j'avais ce secret, mon ami, c'est que je le vends très cher. Je savais comment est-ce qu'on fait pour... Le premier secret que tu veux donner aux gens, c'est que lorsque tu cherches un bon contracteur, même si c'est sur ta propre maison, ce n'est pas forcément investment property, il faut aller à Home Depot à 6 h du matin. Lorsque tu vas à Home Depot à 6 h du matin, Home Depot, je pense que dans tous les États, ils doivent certainement ouvrir à 6 a.m. Lorsque tu vas à Home Depot à 6 h du matin, ça, c'est un des secrets pour avoir un bon contracteur. Ça, c'est un gars qui est committed. Ça, c'est son avis. Pour moi, la meilleure façon d'avoir un contracteur, c'est through referral. Si tu connais quelqu'un qui investit aussi dans et qui fait beaucoup de travaux dans ses properties, si tu refer to somebody, je pense que pour moi, ça, c'est the first. Okay, I have bad news for you. Going to Home Depot, comme je dis, tu tisses des relations avec le contracteur. Ça arrive. Notre meilleur contracteur, it was a referral to us. Yeah, it was a referral. Pour moi, ma façon, c'est if somebody has work, parce qu'il y a beaucoup de gens à Home Depot. Oui, tu vas trouver quelqu'un qui est hard worker, but he may not trust you or you may not trust him. Mais maintenant, quand quelqu'un te refait, non seulement la personne qui l'a refer to you, ça veut dire que la personne le trust déjà. Donc, il y a déjà un petit trust qui se crée là à cause de cette relation. Tout ça, c'est les outils. C'est les outils qu'on utilise. Parce que même une de nos bonnes relations nous avait référé un contracteur aussi. Qui n'a jamais show up pour le travail. He was too busy. Il n'a jamais donné le code pour le travail. Donc, ça arrive. Exactement, c'est ce que je suis en train de dire. Ça arrive. L'autre chose par rapport au referral. Lorsque dans un marché, si tu es par exemple dans le Atlanta Market, tu es à Atlanta, ou tu es à Seattle, ou tu es à Grand Rapids, Michigan, tu es à Washington DC, beaucoup d'investeurs, ça doit être absolument une surprise pour les gens. Beaucoup d'investeurs refusent même parfois de te montrer qui est le meilleur contracteur. Ça arrive beaucoup. Parce que il est busy, il ne veut pas te donner son contracteur et finalement, lui, il a le boulot, le contracteur n'est plus available. Exactly. Beaucoup d'investeurs refusent. Quand ils trouvent le bon contracteur, ils cachent. Ils font ça. Et ça prend le temps, comme je dis, c'est la partie, à mon avis, la plus difficile du boulot parce que ça prend le temps de trouver le bon contracteur.
D'habitude, lorsque tu cherches le contracteur, il y a 3 choses qu'on recherche. Il ne faut pas qu'on perde trop le temps sur le contracteur. On a le contracteur, c'est la partie la plus importante. Yeah. Mais on va passer rapidement. Lorsqu'on cherche le contracteur, il y a d'habitude 3 choses qu'on recherche sur lui. Premièrement, tu cherches le gars qui sait faire le travail. Ça, c'est obvious. Mais si c'est un problème de plomberie, le gars qui peut réparer ce problème-là. Si c'est la toiture qui est en train de leak quelque part, il faut quelqu'un qui peut détecter et fixer le problème. Ça, c'est un. Tu cherches le gars qui est bon. Numéro 2, tu cherches le gars qui est rapide, qui va faire le travail assez rapide. On a parlé, lorsqu'on parlait du buy et rehab tout à l'heure, on disait, si tu vas par exemple faire un prêt d'argent chez tes frères, chez tes amis, chez n'importe qui, ça peut être le hard money, ça peut être le private lender. Il ne faut pas que tu mettes une éternité avec cet argent. Donc, tu cherches un contracteur qui est rapide, qui va vite faire les travaux, pour comme mettre vite la maison sur le marché, et le locataire, on va refinancer pour repayer la dette. Le premier, c'est le gars qui sait faire le travail. Deuxième, c'est le gars qui est rapide. Et le troisième, c'est le gars qui a un prix raisonnable. Des 3 qualités, il n'y a aucun contracteur au monde qui a les 3. Non. Tu dois toujours chercher 2 des 3. Le gars qui sait faire le travail et qui est rapide est cher. Le gars qui ne sait pas faire le travail, qui est rapide, il est moins cher. C'est comme ça. Et donc, puisque tu as beaucoup de contracteurs dans ton toolbox, maintenant, tu dois assigner le contracteur dans un travail en fonction de ce que tu veux, quoi. Yeah. Si tu veux un travail qui est rapide, tu connais qui appeler. Tu connais qui appeler. Si tu veux un travail où on peut traîner un peu. Ce sera plus cher. Ce sera plus cher, yeah. Mais je prends un exemple. Si tu as un appartement, par exemple, de 3 bedrooms, 1 bath. Il n'y a que 1 bath dans cette maison et le toilette est clerk. C'est only 1 bath. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu ne vas pas demander à tes tenants d'aller utiliser les toilettes à McDonald's ou bien chez le voisin. Donc, il te faut un plomb qui va débloquer le problème rapidement. Il sait faire le travail, il sera rapide, il sera cher. Ce sera le prix à payer. C'est un peu comme ça que ça marche. So, yeah, ça c'est donc on a buy, on a rehab, on a dépensé nos 30 000 pour faire tout ce qu'il y avait à faire comme travaux. Et quand on est en train de rehab, je reviens encore un peu sur le rehab. Quand on est en train de rehab le property, il y a quelque chose qu'on appelle, comment on dit ça? Tu dois tenant-proof your property. C'est-à-dire que lorsque tu vas à Home Depot, lorsque tu vas à Lowe's, lorsque tu vas au hardware store, il y a le faucet, par exemple le kitchen faucet, il y a celui qui coûte $70 de American Standard, et il y a le Moen ou le Delta qui coûte par exemple $100. Prends celui de $100. Ne cherche pas à save $20-30. Le moins cher coûte cher. Ça coûte cher. Yeah, ne cherche pas assez. Tu prends tu dois turn and proof. Et ça, c'est la différence, quoi. Quand quelqu'un est flip, c'est différent. Il va acheter ce qui brille à $70, à $50. It doesn't have to be functional. Tant que ça brille. Ça brille. It looks good. Donc, ça, c'est la différence. Mais quand c'est ton own property, you want to c'est ton own property, c'est toi qui vas, parce que, en fait, lorsque tu rehab, c'est quoi? C'est que il faut que tu essaies de cut down les 3-5% année sur la maintenance et sur le capex. Tu vois un peu, il ne faut pas qu'il y ait des problèmes parce qu'il faut que tu builds ton cash flow. En ce moment, il ne faut pas que le AC go down après 3 mois, 8 mois. Tu veux au moins 5 ans où tu n'as vraiment minimum de maintenance, quoi. C'est un peu le genre que nous avons à Carrollton, par exemple. Même à Lafayette. Lorsque tu es en train de rehab ton property, on appelle ça tenant proof. C'est-à-dire que, est-ce que tu dois acheter le carpet qui coûte moins cher ou acheter le laminate qui coûte peut-être, I don't know, $230, $229, $299 le square foot, des choses comme ça. Tu dois tenant proof your property. Nous, par exemple, chaque fois qu'on a la possibilité d'enlever le carpet pour mettre le laminate, on n'hésite même pas. Tu fais ce petit investissement, le ROI est huge. C'est comme ça. Bien, je pense qu'on a mis beaucoup de temps sur le rehab. Troisième, c'est le rent. On a buy, on a rehab, on a dépensé tous les 30 000, on a rehab. Donc, on est all-in maintenant à 90 000. On a buy à 60, on a rehab à 30, on a all-in à 90 000. Donc, quand les travaux maintenant sont finis. Quand les travaux sont finis, d'habitude, en fonction des banques, parce que nous avons travaillé beaucoup avec les local community banks. C'est les banques locales, c'est les banques qui comprennent les investisseurs. Il y en a qui demandent parfois le seasoning. Le seasoning, c'est que tu dois mettre un locataire dans la maison qui fasse au moins 6 mois. Il y en a qui ne demandent pas ça. Sur un multi-unit même, il peut demander juste que
il peut demander juste qu'un seul des unités soit occupé. Des petites choses comme ça. Il peut demander qu'un seul des unités soit occupé. Lui, il est d'accord de refinancer. So, le rent, une fois de plus, le rent, c'est la partie la plus importante. À mon avis, j'ai toujours dit ça, que trouver le locataire, c'est la partie la plus importante. À partir du moment où on dit toujours que lorsque tu achètes ce property, c'est le locataire qui paye tout. C'est pas toi qui sors l'argent de ta poche chaque mois pour payer. Le locataire paye tout. Il paye la banque. Il paye PITI, Principal, Interest, Tax, Insurance. Il paye même la maintenance. Donc, il est capital d'avoir un bon locataire. Le bon locataire, ce n'est pas celui qui parle bien, qui est bien habillé, qui a une grosse voiture et tout. Lorsque nous avons commencé notre investment en 2007, on a eu en fait, nous avons fait toutes les erreurs du monde. Il faut commencer par dire ça. Yeah, on a un locataire, c'était une femme, une menteuse professionnelle. Je pense qu'elle doit créer un pays de menteurs. Et elle nous avait donné un faux chèque de $3,500. Je n'ai jamais oublié. C'est une vieille histoire, mais je n'ai jamais oublié. Et ça montre un peu, il faut trouver le bon locataire. Comment est-ce qu'on fait le tenant screening? Comment est-ce qu'on fait le background check, le credit check? Et même aller dans le state database où il y a, on appelle ça case search, pour voir le genre de problème qu'elle a déjà eu au tribunal, peut-être avec les autres property managers, avec les autres endroits où elle louait, toutes ces choses. Même le tenant, on search même le online profile du tenant. Si tu vois un tenant qui est seulement là à poster les photos en live où il a des cigarettes, des illegal drugs partout, en train de fumer avec les guns comme ça et tout. Comme tu vois à quel genre de tenant tu as déjà affaire. Tout ça, ça compte dans le tenant screening. Il y a certainement des choses qui ne sont pas permises dans la loi, mais tu es obligé de faire ça pour avoir un informed decision, pour make an informed decision. Non, je ne pense pas que ce n'est pas illegal, comme tu dis, il y a des choses qui ne sont pas faites dans la loi et tout. Tu dois avoir, on a certains critères, et c'est comme ça. Et on go by these criteria. Si le tenant n'a pas ça, on ne va pas juste passer ces critères-là. On set des critères et tout le monde go through those criteria. Non, absolument. Non. Ce que je voulais dire, en fait, c'est juste que aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le Fair Housing Law. Et Fair Housing Law qui protège les tenants, les prospects contre discrimination. Et que parfois, tu es obligé de mettre certaines choses que tu ne peux pas mettre certains principes que tu ne peux pas forcément mettre sur le papier, quoi. Et que tu sais que voilà ce que je regarde. Tu vois, voilà ce que je regarde. Le rent, c'est une partie importante du process. Et comme je dis, il y a des banques qui exigent que le property soit rented. Parce qu'ils vont me demander, par exemple, le lease agreement. Fully rented. Il y en a qui demandent que ce soit fully rented. Il doit demander le lease agreement, tout ce genre de choses. Il y en a qui demandent que le seasoning. Tu as rent et ils sont là depuis au moins 6 mois. Et le truc, n'oublions pas, pour que la banque te donne le loan, la banque regarde le NOI, c'est-à-dire que le net operating income. So, il faut avoir des tenants dans le building déjà pour voir quel revenu il faut avoir. Le revenu, ce bâtiment, investment va apporter pour que la banque puisse même savoir à combien est-ce qu'ils peuvent te financer. Absolument. Donc, c'est important que ce soit fully rented. Parce que tout ce que tu as mis sur le papier, ce n'est qu'une estimation. On ne sait pas si quelqu'un a accepté de payer ça. Exactement. So, l'avant-dernière partie du processus, c'est le refinancement. Je ne sais pas si... j'ai d'abord dit tout à l'heure que le rehab, c'est la partie capitale, mais c'est comme si j'ai envie de changer. Et dit que la partie capitale ici semble être le refinancement. Les deux sont importants. Parfois ça... Et tricky. C'est difficile, c'est tricky. Le refinancement, il faut que peut-être je cède un peu le stage pour que les gens comprennent l'importance du refinancement. En fait, rappelle-toi qu'ici, on est all-in à 90 000. On a commencé avec le end in mind. C'est-à-dire qu'on s'est dit que le ARV, le after repayment, sera 120 000. C'est le refinancement qui va confirmer si il y a les COM qui supportent ce
ce 120 000. Ce 120 000. Pourquoi? Parce que... Yeah, vas-y, vas-y. Pourquoi? Parce que si ça ne supporte pas le 120 000, techniquement, tu auras perdu de l'argent. Si tu as fait un prêt chez tes amis, chez la famille, chez le hard money lender, tu n'auras pas l'argent pour pouvoir rembourser. Donc, le refinancement est une partie tellement importante. Nous avons, comment ça, utilisé, et ça c'est ce qui est important lorsque tu as eu la propre formation, quoi. Parce que nous avons des techniques incroyables pour faire notre refinancement. Je ne pense pas que c'est forcément des choses que je peux détailler ici dans les détails. I don't know. I don't think so. Je pense que ce qui est important peut-être à ajouter, je ne pense pas que tu as fini d'expliquer, c'est que la banque fait un appraisal. Ça, c'est étape numéro 1. C'est que lorsque tu viens à la banque demander le loan, pour n'importe quoi, même pour ton premier résidence. Étape numéro 1, la banque prend ton application et on ordre l'appraisal. C'est toi qui payes pour l'appraisal. Et donc l'appraisal doit aller déterminer la valeur de la maison. Yeah. Est-ce que c'est les 120 000 que tu as dit? Est-ce que ça peut être plus? Ça peut être moins. Ça peut être moins. Et si c'est moins, tu peux challenge. Tu peux challenge, voilà. Ou bien tu peux aller voir un autre appraiser. Mais moi, qui fait un autre appraisal. C'est toi qui vas continuer à payer. Oui. Tu vas continuer à payer. Qu'est-ce qui se passe? Les petits secrets de l'appraisal, numéro 1, il ne faut pas être lazy. Je vais prendre un cas simple, un cas qui est arrivé à un de mes amis. C'est pas quelqu'un, c'est un jeune blanc et parfois, comme on dit souvent, il pense que tout leur est donné, quoi. Il avait un appraisal qu'il était en train de faire dans un property, je crois que c'était un 5 unit. Un 5 unit, c'était à West Virginia. Je me rappelle au moins là où c'était. C'était à West Virginia. Lui ne vivait pas à West Virginia, il vivait pratiquement à 2 heures de là, 2 hours drive, one way. Dans le jour de l'appraisal, on avait fini la maison. Et on avait fini la maison, il y avait les tenants. Donc il a pris rendez-vous avec les tenants. Il a dit aux tenants que la prise devait venir. Et il a coordonné et la prise est arrivée. Lui n'était pas là. Oh, ok. Et non, il n'était pas là. Il n'a pas show up, pas du tout. Et la valeur était à presque 80 000 moins du EAV qu'il attendait. Yes, je crois que c'était autour de 80 000. C'est-à-dire qu'il a fini tous ses travaux, il attendait peut-être 500 000 et la prise est comme une 420. Il était dévasté. Moi, je me rappelle très bien. Tu perds le sommeil. Yeah. Tu es en train de perdre juste comme tu es en train de perdre 80 000 $. Tu perds le sommeil. Il était dévasté, il ne savait pas quoi il devait faire. Donc on est resté là, on a discuté avec lui. On a discuté avec lui pour comprendre. Et je pense que c'était son premier rehab qu'il faisait. Pour comprendre les erreurs qu'il a commises. Et on l'a coaché, on lui a dit exactement ce qu'il devait faire. La première chose, il devait aider parce que la prise regarde les comptes. Lui peut regarder les comptes différents des comptes que toi tu as regardé avant de faire ton EAV, avant de déterminer ton EAV. Donc, on a coaché exactement comment il devait faire. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Une des choses, c'était de trouver les coms qui vont supporter le EAV qu'on est en train de donner. Et on a imprimé tout. C'était un document vraiment costaud, quoi. Yeah. De plus de 80 pages. Yeah. C'était un document vraiment, vraiment lourd. Et toutes ces stratégies-là, ce sont les trucs que vous allez apprendre si vous joignez notre coaching programme. Oui. Donc, on a imprimé tout ça. C'était dans un binder. Le jour, et c'est le même appraisal qui devait être là. Parce que c'est souvent difficile que le même appraisal même change la valeur. Qui change la valeur de manière grande, quoi. C'est difficile. C'est un peu comme si ça met un doute même sur ses connaissances. Que, mais comment c'est toi qui es venu ici, tu as dit 420 000, maintenant tu dis 500 000. Et ça met un doute. Dans le même appraisal qui était là, on a un réord de l'appraisal. Il est revenu. Et ce jour, il s'appelle Mark, le gars là, l'investeur là. Il s'appelait Mark. Il a conduit 2 heures one way pour aller rencontrer l'appraiseur. Ce jour-là, il a rencontré l'appraiseur, donc il a sorti. Il a expliqué à l'appraiseur que voici ce que. Donc, il avait d'abord
tous ses reçus. C'est comme donc, il a fait son due diligence. Il a fait le due diligence cette fois-ci. Il a commencé par les, comme il avait tous les reçus de tous les appliances, tous les reçus de Home Depot, de Lowe's qui ont été achetés. Il avait acheté certaines choses de les large fixtures sur Amazon. Tout ça était dans le binder. Tous les chrome qu'on a utilisés, on a montré le laminate, le flooring qu'on a mis et tout le baffle. Parce que, again, la première fois, la prise était là, il a couru partout et il est sorti, il est parti. Il lui a montré tous les reçus, tout était dans le binder. Waouh, la prise a regardé, il était stupéfait. Il a demandé, est-ce que je peux faire, il y a un store ici à côté, je peux faire une copie de ceci. Non, tout ceci, c'est pour toi. On a prêté ça pour toi. Et il était vraiment il était tellement content parce qu'il avait il avait les preuves pour supporter son nouveau travail, son nouveau appraisal. Et à la fin, la maison a pris exactement comme on voulait. Ça a pris exactement comme on voulait. So la leçon here, c'est do your due diligence and save every bit of your receipts. Toutes les transactions que vous faites, vous devez record. Parce que la prise est très importante. C'est la prise qui permet de déterminer, comment c'est difficile, que la maison effectivement vaut 120 000 $, comme dans notre exemple. Et les 120 000, la banque va te donner 75 à 80%. Donc, disons 75%, les 120 000, les 75% de ces 120 000, ça fait 90 000 $. On te remet les 90 000 $. La dernière étape ici, c'est le R, c'est le repeat. Tu prends ce même 90 000 $, tu parles de déployer encore sur un autre projet. Imagine, tu as réalisé un projet comme ça ici, tu as un cash flow par exemple de... Again, et si on a pris un exemple pour rendre le maths simple, quoi. On fait ça sur des projets de 500 000 $, on fait ça sur des projets de 800 000, on fait ça sur des projets de 10 millions. Les apartment buildings de 120 units, c'est exactement le même principe, quoi. Lorsque tu vois, il y a des catastrophes naturelles quelque part, un budget de 300 appartements est débrayé et tout, les assurances commencent à faire la guerre. Et à la fin, la banque repo, la banque va revendre ça très moins cher à quelqu'un. Et c'est exactement ce genre de stratégie que les real estate investors et les multi-unit investors, ils utilisent, quoi, pour se faire plein d'argent. Donc, j'ai dit, prenons l'exemple très rapide. On a combien de temps? OK. Prenons l'exemple très rapide d'un bird où tu n'arrives pas à pull out of all your money. Parce que c'est le perfect bird, dans le perfect bird, on réussit à pull out tout l'argent. Le imperfect bird, c'est que tu vas laisser un peu d'argent dans le deal. Prenons notre même exemple. Par exemple, on a acheté le property à 60 000 $. On s'est dit que le ARV, c'est 120 000. On a acheté à 60 000. On a rehab, par exemple, à 30 000. Donc, on est all-in à 90 000. On vient faire l'appraisal, par exemple, on dit que la maison vaut 100 000. Ça ne vaut pas 100, ça ne vaut pas 120. Donc, rapidement, par exemple, on va dire, donc, on va nous donner 100 000. Ça, après à 100 000, on va nous donner... les 80. 75. Disons, on a pris l'exemple de 75. 115%, OK. 115 000. 100 000, n'est-ce pas? 115%. 75%. Ça fait 75 000. Man, ça c'est parce que c'est le soir. Hein. Je suis là pour calculer. Non, depuis, il dit que qu'est-ce que tu calcules? C'est le soir. Le soir, c'est pas mon temps. Moi, je me lève à 4 h du matin. Donc, 100 000, 75%. Yeah, I know, yeah. I'm not thinking right. Yep, I know, yeah. So, il se fait tard. Yeah, il se fait tard pour moi. So, donc, on a 75 000. On a 75 000. Alors que tu es all-in à 90 000. C'est ça, non? Donc, ça veut dire que tu as laissé 15 000. Tu as laissé 15 000 dans le deal. On a pris, quel exemple tout à l'heure? On a pris l'exemple de si la maison cash flow peut-être que 500 $ par mois. Bon, ici, 500, donc 6 000 par an. Donc non, ce sera, je vais être un peu logique avec les calculs, c'est quoi? Ça, c'est disons que ça cache, disons 300 $ par mois. Je veux dire, pour une petite connerie qui coûte 120 000. OK. Right. C'est ça, non? We could have used the 500. Non, 500, 500 c'est OK. 500 c'est même raisonnable. Parce que, je prends un exemple simple. Si la maison vaut 120 000, d'habitude, le 50% rule va nous dire que ça peut se... Le 1% rule va nous dire que ça peut se louer à autour de 1000 à 1200 $. Et les expenses, en principe, sont
constamment autour de 40 to 50%. 40%, yeah. Quelque chose comme ça. Donc, prenons l'exemple de $500. Donc, si on prend l'exemple de $500, ça veut dire que par an, le cash flow sera $6,000. C'est ça, non? Yeah. Le cash flow sera $6,000. Divisé par l'investment, on a laissé 15 000 dedans. Yeah. C'est ça, non? Divisé par 15 000. 6 000 divisé par 15 000. Oui. Ça va faire un return on investment de 40%. Yeah. Donc, Ça, c'est un bird qui est go home. Et ça, c'est le most exciting part. yeah. 40%. Yeah, parce que ici, là, c'est un return de 40%. Parce que lorsque le beurre est perfect, le return est infini. Infini. Ça, Yeah. c'est... Mais lorsque le beurre go home, You still... It's tu as, you're way ahead. tu as fait toutes les erreurs du monde, Yeah. mais ton return investment, c'est 40%. Yeah. Ah, mais ça, c'est juste, c'est comme, yeah. You're still way ahead of... Yeah. Compared to Celui someone qui est à la who maison en plays train de on- regarder Dance with the Star. No, I mean, yeah, so, that you don't even want to. so So, donc, c'est un peu ça, quoi. Il y a des questions. Je pense qu'on a est-ce que taclé. je pense... Attends, il n'y a pas de questions ce soir. Vous avez des c'est questions? bon. Quand il n'y a pas de questions, ça veut dire que l'explication était parfaite. Non, ça veut dire yeah. que où tu as perdu les gens. Ah non, j'ai utilisé les termes simples, quoi. Ah, mais c'est buy, tu rehab, c'est faire les travaux, tu règnes à un bon locataire, on va à la banque maintenant lorsqu'on n'arrive pas à refinancer. Peut-être que c'est la partie de refinancer que les gens ne comprennent pas souvent. Parce que ici, dans le buy et rehab, tu as utilisé ton propre argent. Comme elle dit là, ce n'est pas ton propre argent, c'est le cash. It doesn't have to be your own cash. Ça peut être le OPM. OPM, c'est Other People's Money. Yep. C'est comme ça qu'on appelle ça. Ça peut être l'argent des frères de la famille. Ça peut être le hard money lender. Il y a beaucoup de moyens. Ça peut être l'argent de ton 401k. Est-ce que tu connais que tu peux utiliser ton 401k pour investir dans l'immobilier? Tu ne peux pas utiliser ton 401k pour acheter les cryptos ou bien les autres choses. Mais tu peux investir dans l'immobilier. Yeah. Donc, again, parce que le buyer, le seller a besoin d'argent. Donc, il veut le cash. Le cash, là, peut venir de n'importe où. Donc, on a buy, on a rehab, on a rent, on peut refinancer pour pull le money out. Et dans le cas du perfect beurre, comme on s'est dit, tu peux pull all your funds out. Il y a des beurres où les gens arrivent à faire un peu d'argent. Yeah. C'est-à-dire qu'on te paye de l'argent sur la table du closing. Yeah. Comme on s'est dit là, ici par exemple. Non, ça ici, peut arriver très ça arrive tout le temps. arrive. Et Parce que parfois je me rappelle, parfois, on nous a piégé comme ça une fois. Ils te demandent all in, tu as dépensé combien? Parce qu'ils ne veulent pas te donner plus d'argent que ce que tu as dépensé. Yeah. Ça arrive. Mais dès que tu es malin, là, tu dis que bon, moi j'ai dépensé au total 220 000. Yeah. Alors que tu as dépensé 200. Ils vont s'arranger à ce que le loan là soit autour de 220 là. Yeah. Another way où je pense où tu peux avoir même de l'argent plus que ce que tu as investi, c'est comme on s'est dit au début, you buy, you know, most of the time, comment est-ce qu'on veut accomplir le beurre? You buy distressed distressed properties. Another way, you can buy from distressed people. Quelqu'un qui is going through sickness in their family, they need money right now. C'est-à-dire, le genre, la valeur de la maison, c'est $100,000 et il est prêt à vendre à $70,000 parce qu'il a vraiment besoin d'argent. Ça arrive. Donc, imagine que cette personne avait bien entretenu sa maison. Tu achètes à 70, c'est tout. Cash. Et puis peut-être tu vas maintenant à la banque refinancer. Il y a même peut-être... Donc, il y a plusieurs manières d'aborder le bird strategy, but it's one of the best strategies. Je pense que si ce n'est même pas the best strategy to use in real estate investing. Ouais, c'est la best strategy. C'est une stratégie, comment on dit ça? To build wealth in a short amount of time. Yeah. Yeah. Et ça, c'est la même chose que les flippers font, quoi. Seulement que le flipper, à la fin, il ne part pas rent à quelqu'un, il part vendre complètement. Yeah. So, are you ready to start to use the BRRRR strategy? Maybe you have money somewhere and you don't know what to do with the money. Come, we can help you, we can coach you and really hold your hand to show you, to hold your hand till you get your first property. Maybe using the BRRRR. This is a little advanced. If you're not comfortable, there are other strategies. We are here to help. And that's it for tonight. You want to add something else? No, that's it. Okay. Yeah, join us Join us for this bird Sunday investing. and to learn more
about what we do, and we can start from there. We're gonna say good night. Bye, y'all.